Je le lance maintenant. Donc, cette question 3 est une question technologique, hein, un petit peu une question d'introduction, hein, je la relis. Quelles sont les exigences qui justifient l'utilisation des éléments roulants dans la réalisation des liaisons de cette partie du système? En citer au moins deux. Et pour A, Alexandre a levé la main. Je vous écoute. J'ai dit que c'était pour essayer de limiter les frottements en quelque Ouais. sorte. Alors, on va regarder ça sur la page suivante, hein. Vous voyez ici ce qu'on appelle le diagramme des exigences, hein. Je vous rappelle que les sujets de SI sont construits avec pas mal de 6ML maintenant, hein, qui est le langage qui nous est imposé. Et on voit que dans ce diagramme des exigences, on a l'exigence fondamentale au centre, assister la marche, assistance de la marche, hein, on peut le mettre comme une fonction ou non, hein. Et on voit qu'après, il découle une tonne d'exigences. Donc, est-ce que vous pourriez me dire quelle est l'exigence que vous avez visée? C'est laquelle? Oh, je sais plus lequel j'ai utilisé. Et j'ai utilisé celle en bas à gauche aussi, le guidage de l'axe en translation. Alors, guidage, donc le 3, 1, 6, 2, 1. Oui. Voilà. Donc, si on regarde l'exigence qui s'appelle 3, 1, 6, 2, 1, celle qui est en bas à gauche, hein, on voit bien qu'on vous dit la rigidité doit être élevée, pas de jeu radial, faible résistance au déplacement. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on choisit, évidemment. Donc, je reviens sur la page précédente, hein. Donc, on vous dit pourquoi est-ce qu'il faut des éléments roulants, hein. Donc, je note l'idée 3, 6, 2, 1. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, le fait que ça soit réalisé par une multitude de contacts ponctuels, on va pouvoir exercer ce qu'on appelle une précontrainte. Et donc, une précontrainte va avoir un avantage qu'on aime beaucoup, c'est qu'il n'y aura donc pas de jeu dans la liaison. Ce qu'on aurait beaucoup de difficultés à faire par une liaison classique, hein. Si je prends l'exemple d'une liaison hélicoïdale, pour pouvoir monter la vis et l'écrou, vous êtes obligé de laisser un jeu. Et ce jeu va provoquer une perturbation dans l'asservissement qui est très difficile à corriger. Quand on change de sens, eh ben, on va récupérer le jeu. Et cette récupération de jeu est très pénalisante pour le fonctionnement de l'asservissement. Donc, la première raison, pourquoi est-ce qu'on a besoin de liaison à billes? J'écoute Corentin maintenant. Non, c'était pour proposer après. Ouais, mais toujours sur la même, hein, là, il nous en faut deux, hein. Oui, justement, pour proposer la deuxième. Mais continuez, enfin, vous êtes en train de dire quelque chose. Non, mais allez-y, hein, je reprendrai, hein. Je voulais dire aussi que l'utilisateur, il n'avait pas besoin de lever la canne et que, enfin, parce qu'il a une hauteur de la main constante. Ouais. C'est ID7, je crois. Alors, la ID7, elle est où? L'ID7, vitesse de marche maxi, écart maxi, donc sur l'angle d'orientation, respect de l'exigence de suivi de pied, hauteur de main constante. Je ne suis pas trop d'accord ici, hein. J'avoue que le fait d'utiliser des liaisons à billes, hein, ce n'est pas vraiment… Ah, mais donc, quand vous parlez de système roulant, c'est pas la roue qu'il y a au bout, c'est que les. non, non, c'est les éléments roulants à l'intérieur de la douille à billes et de la vis écrou à billes. Ah, ok, bah, j'avais pas D'accord? compris. Alors. Pardon. Ah ouais. Il faut bien comprendre qu'il y a deux solutions techniques qui existent pour faire une liaison. Soit on la fait par contact direct, on fait par exemple une forme hélicoïdale sur la vis et sur l'écrou de même pas. Et dans ce cas-là, on sera obligé, pour respecter une contrainte de montage, d'y faire du jeu. Soit on met des éléments roulants entre les deux. Et ces éléments roulants étant des billes, elles sont en contact ponctuel. On peut déformer ce contact ponctuel. Et ceci permet d'avoir ce qu'on appelle des systèmes précontraints qui sont donc sans jeu. Ils ont une sorte de raideur dans les déplacements possibles, hein. Ça veut dire que si je prends ici la vis par rapport à l'écrou, si je tire axialement, pour une force faible, j'aurai quasiment pas de déformation. Donc j'aurai réellement un système qui créera une liaison sans jeu. Je vous rappelle que l'hypothèse sans jeu, hein, c'est une hypothèse dans le cadre classique de la mécanique, mais ce n'est pas une hypothèse qui est souvent vérifiée, hein. Dès que vous avez des contacts directs, pour pouvoir monter, vous êtes obligé d'avoir du jeu. Je rappelle que pour faire une liaison pivot-glissant, on va rentrer un cylindre dans un cylindre. Si ces deux cylindres ont le même diamètre, ce n'est pas possible. Soit il y en a un qui va être plus gros que l'autre et ça ne se monte pas, soit il y en a un qui va être plus petit que l'autre, ça se monte, mais ça aura du jeu. Voilà. Moi, ce que je dis simplement, c'est que dans un concours, il faut suivre les consignes.
Et là, quand on vous dit pourquoi est-ce qu'il faut justifier par 2 exigences, eh ben, c'est qu'il faut aller chercher dans ce tableau, je le remonte, quelles sont les exigences qui ont pour solution technique des guidages par élément roulant. Donc on a dit ça, le 3.1.6.2.1, hein, je vérifie que j'ai bien copié correctement. Je viens sur 3.1.6, donc là j'ai oublié le 1. Je le corrige tout de suite, hein, comme ça, et après je prends vos réponses. Donc là, c'est des 3.1.6.2.1. Donc 3.1.6.2.1. Donc je reviens. Et donc, Monsieur Massonnier, je vous écoute. Pour moi, c'était la précision, le deuxième, de 5%. Alors, dans quelle exigence? Donnez-moi la référence, ça me facilitera les 3, choses. 1, 6, 2, mais Alors, 3.1.6, d'accord. Ici, là, donc. oui, Et donc, c'était la précision de 5%. oui. Non. Pareil, hein, je pense qu'on n'est pas vraiment dans cette. Si vous voulez, la précision, ça va être ça, c'est le cahier des charges de l'asservissement. Typiquement, ce n'est pas un cahier des charges qui est là pour contraindre la solution technique guidage à billes. Qui m'a proposé d'autres choses? Lucas? Est-ce que c'est le fait que le système doit être réversible pour Eh ID8? oui, ID8. oui, on a fait un petit peu de mécanique. Alors, c'est la contrainte ID8. En bas à gauche. Voilà, ID8, système réversible. Donc, si je reviens dans la précédente, alors il y en a plusieurs, hein. Donc, ID8, je rappelle, ce qu'on a vu sur les liaisons hélicoïdales, c'est qu'une liaison hélicoïdale, pour qu'elle soit réversible, il faut que l'angle d'hélice soit plus petit, plus grand. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Il faut que l'angle d'hélice, normalement, soit plus petit, alors non, plus grand que l'angle de frottement. Et donc, le problème, c'est que si on a un coefficient de frottement un petit peu grand, bah, ça fait des angles d'hélice très grands. Et donc là, évidemment, vous êtes sûr d'avoir un fonctionnement réversible à partir du moment où vous avez choisi une solution à billes. Parce qu'une solution à billes, ça veut dire que le coefficient de frottement tend vers 0, est très petit. Et donc, si je rappelle, hein, on avait vu un petit graphe hein, comme ça, où on avait dit ça, c'est l'angle d'hélice. De 0 à l'angle de frottement, c'était irréversible. De cet angle à pi sur 2 moins phi, on avait la zone réversible. Et ici, on avait l'angle d'hélice maximum qui était évidemment à pi sur 2. Donc nous, on veut être dans cette zone-là. On veut qu'il y ait un fonctionnement réversible. Donc évidemment, on veut faire tendre phi vers 0 pour éviter d'avoir un fonctionnement irréversible. Monsieur? Ouais. Du coup, là, si on appuie sur la canne, ça va faire tourner. Ça aurait la conséquence de faire tourner le moteur, ce qui va nous permettre justement avec l'asservissement de maîtriser ce qui se passe. D'accord, merci. Ça permettra d'avoir un retour de la chaîne. C'est ce qui ne se passerait pas si on était dans un domaine d'irréversibilité. Hein. Si on était dans un domaine d'irréversibilité, par la mécanique, l'action du moteur ferait, entre guillemets, bouger la liaison hélicoïdale. Par contre, l'action axiale ne ferait pas tourner et donc ne solliciterait pas le moteur. Donc il faut bien voir que cette histoire de réversibilité ou irréversibilité de la liaison hélicoïdale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout le temps penser. Est-ce qu'on veut ou non de la réversibilité? Et en fonction de ça, est-ce qu'on met de la vis à billes ou non? À la limite, si vous n'en voulez pas, il ne faut surtout pas mettre de vis à billes, parce qu'une vis à billes est quasiment toujours réversible, puisque le coefficient de frottement équivalent, hein, on est d'accord qu'il n'y a pas de glissement dans une vis à billes, hein, que du roulement, mais on peut convertir ça en un coefficient de frottement équivalent qui est très très petit. Vous vous rendez bien compte hein, que pousser un objet ou pousser un objet sur des roulettes, dès qu'il est sur des roulettes, il avance beaucoup mieux. On peut en donner 2 autres encore. Hein. Qu'est-ce qui peut justifier, alors elles sont toutes les deux dans la même idée, hein, qu'est-ce qui peut justifier l'utilisation d'éléments roulants? Quelle requête? Quelle exigence? Toujours dans l'idée 3.1.6.2.1, c'est faible résistance au mouvement. Oui, ça on l'a déjà dit. Mais je dis Ok, qu'il y a d'accord. encore 2 qu'on pourrait trouver qui justifient l'utilisation des éléments roulants. Quel va être l'avantage de limiter le coefficient de frottement? Il y aura moins de pertes. Ben voilà.
Et si vous lisez ici dans l'idée 4, vous voyez, le système doit limiter son impact environnemental, consommation énergétique. Donc, voici déjà quelque chose qu'on pourrait aussi considérer comme acceptable. Et si je continue dans ce même principe, dans la 3.1, alors qui est ici, le système autonomie, donc évidemment, ça va maximiser l'autonomie, hein, le fait de pouvoir consommer le moins d'énergie possible. D'accord? Donc on pourrait, hein, je reviens sur la page précédente, hein, rajouter ici, donc on a dit l'idée 4, avec le concept évidemment d'autonomie, c'est ça, de limiter la consommation énergétique. Et j'ai dit, si je reviens sur le graphe d'après, hein, le 3-1-1 pourrait aussi être maximiser l'autonomie. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, le choix technique d'éléments roulants, hein, ça va pénaliser le prix, hein. Mais ça va avoir pas mal de côtés positifs, hein. C'est vrai qu'il n'y aura plus de jeu, le système sera réversible, ce qui est voulu dans le système, hein. Il va pouvoir limiter la consommation énergétique, hein. En gros, si on pousse les bornes du coefficient de frottement, eh bien, évidemment, la liaison va dissiper moins de puissance, hein. Le système aura besoin de moins d'énergie, hein. Évidemment, s'il a besoin de moins d'énergie, on aura de cette requête, cette exigence qui sera aussi... Et ça, il faut y penser, hein, parce que c'est clairement deux solutions techniques générales dans les systèmes complexes. Dès que vous avez des asservissements, hein, le principe de ce que vous avez vu, c'était max speed, hein, on veut avoir la possibilité d'avoir, si possible, pas de jeu, hein. Le jeu radial, le jeu axial, hein, tout ceci, et si possible, à ne pas avoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon, on peut passer à la question suivante. Alors, il y avait plusieurs autres questions que je vais citer juste oralement, hein, mais celles-là, elles sont pas votre programme, hein, vous les ferez l'année prochaine. Donc, on vous demandait d'abord dans la question 4 de déterminer le degré d'hyperstatisme de ce modèle, hein. Donc, vous verrez l'année prochaine ce qu'on appelle la théorie des mécanismes, qui vous permettra, par l'intermédiaire d'une formule, de montrer que cette solution, cette réalisation est ce qu'on appelle une réalisation hyperstatique, hein. Je vous rappelle que nous, on a parlé d'isostatisme, hein. Isostatisme, ça veut dire qu'il y a autant d'équations que d'inconnus. Hyperstatique voulant dire, évidemment, il y a plus d'inconnus que d'équations. Ce système est évidemment hyperstatique, hein, et on peut calculer son degré d'hyperstatisme. Et ceci permet après de répondre aux questions 5 et 6 qui disent, en gros, qu'est-ce qui fait que ce système est hyperstatique, hein. Je vais vous donner une petite notion physique. Vous comprenez très bien que si vous oubliez toutes les pièces, sauf les deux liaisons pivot-glissantes qui sont ici, est-ce que, quelle que soit la géométrie de la pièce 2, vous avez une chance de monter ces deux liaisons pivot-glissantes, c'est-à-dire de ne pas créer de contraintes dans cette grande boucle? Vous sentez très bien que si cet axe n'est pas parfaitement parallèle à cet axe, vu que les pièces sont indéformables, vous allez vous retrouver, hein, je fais juste un petit dessin pour en parler, hein. Si vous avez tout simplement ici une liaison pivot-glissant qui n'est pas rigoureusement parallèle à sa copine, en gros que la pièce est faite comme ça, vous allez avoir du mal à monter ça sur une pièce qui va être de cette forme-là, parce que l'axe là n'est pas en face. Et donc on voit bien que cette solution est hyperstatique parce qu'il va falloir associer des conditions dimensionnelles, en gros que la dimension ici soit égale à la dimension ici, ça sera une première condition, mais en plus qu'il y ait parallélisme entre cet axe et cet axe. Et ça, c'était plus ou moins ce qui était demandé dans la question 5, conditions géométriques, longueur et orientation, vous verrez ça l'année prochaine. Quels avantages et inconvénients ce choix procure-t-il? C'est assez classique aussi ce qu'on attend comme réponse pour vous, hein. C'est en gros l'isostatisme, je vous avais dit, c'est précis. L'hyperstatisme, c'est rigide. Donc l'intérêt d'une solution comme ça, hein, je vous rappelle que c'est une solution dont on avait peut-être un petit peu parlé lorsqu'on avait fait les liaisons parallèles.
c'était la liaison de la fourche du vélo par rapport à la roue. Quand vous avez une suspension à l'avant d'un vélo, hein, vous avez deux liaisons pivots glissants qui, en parallèle, créent une liaison glissière de la roue par rapport à la fourche. Et c'est un truc classique. Hein. Je veux dire, si vous avez un vélo avec une suspension à l'avant, elles sont toutes réalisées, les suspensions de moto à l'avant aussi. C'est toujours réalisé par deux fourreaux qui réalisent deux liaisons pivots glissants. L'association en parallèle fait une liaison glissière. C'est ce qu'on va démontrer dans la question 7. Monsieur, Ouais, vous savez, les vélos qui ont une seule fourche, ouais. ça se passe comment pour qu'il n'y ait pas de rotation Ah bah ça complique l'histoire. Hein. Ça complique l'histoire. Vous savez, hein, en mécanique, on a toujours inventé des solutions de base et après, on a cherché des façons de les optimiser, de les modifier. Donc, oui, il existe des monobras de suspension aussi bien à l'avant qu'à l'arrière sur les motos. Hein. Sur les motos, c'est assez rare, hein, les fourches avec un seul bras à l'avant. Ça existait, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais Non, moi je parlais des vélos plutôt. Vélos, il y en a les- pas mal. dans les vélos, il y en a pas mal qui n'ont qu'une seule fourche à l'avant. Enfin, il n'y a qu'un seul bras. Ouais, ouais, un seul bras VTT. Ah ouais. Ouais. Et il y a quand même une suspension, on est d'accord. Ouais, 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 j'en ai déjà vu aussi, ouais. Ah ouais, bah, il faut empêcher la rotation, hein, donc ils doivent mettre une forme qui n'est pas rigoureusement cylindrique. Hein. Il doit y avoir une forme de. Pour moi, en tant que mécanicien, je dirais une sorte de clavette, hein, qui empêche la rotation, hein, mais voilà. Hein. L'intérêt Ok. avec les vélos, ça doit certainement être de gagner du poids, j'imagine. Oui, sûrement. Ouais. Bon, je regarderai un petit peu plus. Hein, je n'y connais pas beaucoup en vélo et en moto, c'est vraiment pas répandu. Hein. Donc, j'ai vu ça. Si, il y a des scooters qui ont ça, oui. Des scooters, la roue avant n'a qu'une seule partie pour tenir la roue avant. Ouais. Donc, Mm. bon, Ouais, il y en a pas mal. voilà, je me renseignerai, je regarderai, je pourrais essayer de vous dire un peu plus de choses. Donc, ces questions 4, 5, 6 étaient hors programme première année, hein, donc ne pas traiter. On passe à la 7. Et donc, sur cette septième question, on vous dit déterminer par un calcul analytique la liaison entre les ensembles 2 et 3. On notera O3, O4 égale O4, O'3 égale A fois le vecteur I2. Alors, il faut comprendre déjà un petit peu leur notation. Hein. Il y a des choses un peu bizarres dans le sujet, d'ailleurs, j'en reparlerai après. Vous voyez que I2, par principe, doit être certainement l'axe unitaire qui est dans la direction de X2. Bah oui, ça paraît assez logique hein, quand on voit comment sont placés les points O4, O3 et O'3. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question? Eh bien, c'est de justifier ce que vous voyez, je pense, assez évidemment, c'est-à-dire que l'ensemble des deux liaisons pivots glissants fait une liaison glissière. Donc voilà, c'est pas difficile, on est à CCP, hein, mais on attend quand même de vous que vous fassiez ça avec les torseurs. Alors, je vous rappelle la méthode, hein, ça fera du bien de le faire, hein, parce qu'on n'en a pas fait énormément. Quelle est l'idée? Ben, ici, c'est qu'on a une première liaison qu'on va appeler L1, qui est une liaison pivot glissant. Ici, on a une deuxième liaison qu'on va appeler L2. Je vais commencer par écrire les torseurs cinématiques de chacune de ces deux liaisons. Donc, je vais écrire entre guillemets le torseur de la liaison L1. Alors, ce torseur est un torseur cinématique qui est évidemment, comme tous les torseurs cinématiques, défini par deux vecteurs. Si je reprends le sujet, ce que j'ai trouvé assez grotesque dans le sujet, alors c'était dans les notations un petit peu avant, hein, je vous le dis quand même, en bas de la page 7, ce que j'ai trouvé stupide, je ne sais pas pourquoi ils écrivent ça, c'est qu'on notera VIJ égale oméga IJ, VPIJ, la représentation au point P du torseur cinématique, ça ne me dérange pas. Mais quand ils le mettent en colonne, ils mettent oméga px, oméga py, oméga pz. Alors qu'on sait très bien que oméga, le vecteur vitesse de rotation, ne dépend pas du point. Donc je ne vois pas pourquoi ils ont mis l'indice P à cet endroit-là. Erreur, copier-coller, je pense. Hein. Enfin bon. Pour moi, ça c'est une stupidité. Hein. Évidemment, la vitesse de rotation ne dépendant pas du point, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'indicer avec le point sur ces trucs-là. Bon, en tout cas, on va prendre leur notation quand même, hein, en les simplifiant pour qu'elle soit le plus jolie possible. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le torseur cinématique de cette liaison L1 est un torseur, alors moi, je vais le faire évidemment en écriture en ligne, c'est plus pratique, hein, il y a tellement peu de composantes hein, qu'on ne va pas les écrire en colonne. Qu'est-ce qu'on va dire? Dans cette liaison pivot, il y a la possibilité d'un mouvement de rotation dans la direction Y2.
Donc, je vais noter, alors par rapport, à la limite, je peux noter oméga 1 porté par le vecteur Y2, ou je pourrais mettre J2, vous voyez, avec leur histoire de I2, J2. Allez, on va mettre J2, ça sera quand même plus logique par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Donc, on va dire qu'il y a du oméga 1 qui est porté par le vecteur J2. Hein, ça, c'est la vitesse de rotation. On pourrait mettre aussi une parenthèse T. Ici, évidemment, c'est une fonction inconnue qui représente un des 2 degrés de liberté de cette liaison. Et évidemment, une vitesse de translation qu'on va noter V1. Et évidemment, elle aussi portée par J2. Et ceci étant la représentation de ce torseur au point O'3. En tout point de l'axe, ils n'en ont mis qu'un en plein milieu de la liaison. On va utiliser celui-là. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va faire la même chose pour le torseur cinématique de la liaison L2. Le torseur de la liaison L2 est exactement de la même forme. Donc, je vais écrire évidemment un nouveau paramètre que je vais noter oméga de J2. Et évidemment, V2 J2, ceci, au point, cette fois-ci, O3. Alors, vous voyez, le point, je le mets des fois à droite, des fois à gauche. Je respecterais plus le sujet si j'étais un sujet de concours. Hein. L'important, c'est la suite maintenant. Qu'est-ce que c'est que la liaison équivalente? Je rappelle une chose assez simple. Hein. Quand on a une association en série, il suffit de sommer les torseurs cinématiques par la liaison qu'on appelle la composition des mouvements. Ici, comme nous avons des liaisons qui sont en parallèle, on a 2 liaisons entre les 2 pièces, qui sont ces 2 liaisons pivots, et bien évidemment, on dit, on cherche un certain torseur qu'on va appeler V équivalent, qui sera évidemment composé de la quasi-totalité des mouvements possibles. Donc la quasi-totalité des mouvements possibles, ça va être un oméga complet, et une certaine vitesse qui devrait être complète. Alors, je vais les noter oméga ec et v ec. Et il va falloir que je définisse un point pour cette vitesse. Évidemment, je vais prendre par exemple un des 2 points, soit O3, soit O'3. Que je prenne l'un ou l'autre, ça reviendra au même. Donc, je vais commencer en O'3, comme ça. Donc, je vais dire V O'3 équivalent. Donc, ça, c'est l'objet qu'on va chercher, tel que. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Eh bien, que le torseur de la liaison L1 est respecté par le torseur équivalent. Et évidemment, le torseur de la liaison L2 est respecté par le torseur équivalent. Voilà. Et ceci va nous faire un système d'équations. Donc, je le déroule maintenant à gauche et à droite. Donc, la première équation vectorielle va nous dire que le oméga équivalent est égal à oméga 1 J2. Et je vous rappelle que ce qui est important dans ces équations, c'est qu'est-ce qui est nul. C'est que là, entre guillemets, j'avais un espace de dimension 3. J'avais a priori 3 rotations possibles entre les 2 pièces. Maintenant, je m'aperçois que la rotation selon I2 et la rotation selon K2 sont nulles. Il me reste 1 degré de liberté en rotation autour de J2. Évidemment, associé à ça, il y a la deuxième équation vectorielle qui va être que la vitesse au point O'3 équivalent est égale à V1 J2. Donc pareil, ce qu'on voit, c'est que pareil, il y avait 3 possibilités, on en a annulé 2, la composante selon I2, la composante selon K2, et là, il ne nous reste plus que, évidemment, le torseur équivalent doit être au moins une pivot glissant. OK? Maintenant, quand je dois faire la deuxième égalité, je vais obtenir, je peux l'écrire, puisque celle-ci, elle ne demande pas de changement de point, le vecteur vitesse de rotation ne dépend pas du point, je vais dire que ce oméga équivalent doit être égal à oméga 2 J2. Et si on raisonne par rapport au 0, on voit que cette équation n'a rien rajouté par rapport à celle-ci. Elle a aussi annulé la composante selon I2 et la composante selon K2 du vecteur oméga équivalent. Bon, OK. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pouvoir égaler cette chose-là avec cette chose-là. Et évidemment, la façon de le faire, c'est en faisant un changement de point.
C'est pour ça qu'on vous a donné évidemment le vecteur O3, O4 et O4, O'3. OK? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va changer de point. Hein, et donc, la façon de changer de point, bah, vous la connaissez. Hein. On va dire que la vitesse en O3 équivalent est égale à la vitesse en O'3 équivalent plus O3, O'3 vectoriel oméga équivalent. Relation de changement de point classique. Hein, j'avais mon champ en O'3, je veux le ramener en O3. Donc, étant défini au point O'3, bah, il faut changer de point pour l'exprimer en O3. Donc, maintenant, je récupère ce que j'ai déjà ici. La vitesse en O'3 équivalent, c'était V1 J2. O3, O'3, ben, on voit bien que ça va faire le paramètre 2A porté par le vecteur I2. Vectoriel, le oméga équivalent. Alors, je pourrais prendre celui-ci ou celui-ci, ça revient au même. Oméga 1, J2. Je finis le calcul. On a V1 J2 plus 2A oméga 1, I2 vectoriel J2, qui va me faire évidemment K2. Vous remarquerez qu'ils nous ont embêtés avec les notations, mais que je ne vois nulle part le fait que toutes les bases sont orthonormées directes. Hein. C'est un grand classique en mécanique. Hein. Toutes les bases sont orthonormées directes, même si on ne vous le dit pas. On ne va jamais s'amuser avec des bases qui ne le soient pas. Et donc, une fois que j'ai exprimé VO3, ben, qu'est-ce que je vais dire? Pour respecter la liaison qui est présente ici, ben, je dois avoir ceci qui est égal à V2 J2. OK? Et donc, si je regarde cette équation vectorielle, je m'aperçois qu'ici, j'ai un degré de liberté qui va être égal à un degré de liberté. Donc, en gros, j'ai une relation entre V1 et V2. Hein. V1 est égal à V2, mais ça ne m'impose pas grand-chose d'autre. Par contre, je vois bien que pour avoir évidemment la composante selon K2 qui n'existe pas ici, égale à celle-ci, et bien ceci m'impose oméga 1 égale 0. Et comme oméga 1, c'était oméga 2, voilà la conclusion de ces deux systèmes linéaires. Hein. Là, je viens de résoudre 2 fois un système 6-6. Hein. Bon, comme je les ai écrits en vectoriel, hein, il n'y avait pas 6 équations à chaque fois. Hein. J'avais beaucoup de 0 égale 0, 0 égale 0. Hein. Et ce que je vois, c'est qu'évidemment, maintenant, une fois que j'ai pris ces deux équations, hein, je peux écrire le torseur équivalent. Hein. Et bien, ce torseur équivalent, c'est un certain oméga 1 selon J1, mais ce oméga 1 vaut 0. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ici, la vitesse de rotation sera évidemment nulle. On voit que V1 est égal à V2, on l'avait montré ça? Oui, là. Donc là, on avait V1 égale V2, qui est égal à V équivalent. Hein, donc, on a un certain V qui est selon J2. Et ceci est l'expression. Alors, comme je dis, hein, là, ça pourrait être V1 ou V2. Hein, je mets V1, 2. Hein, et ceci est l'expression au point qu'on avait défini au départ, qui était O'3. Et donc, maintenant que j'ai ce torseur, je peux revenir. Je n'ai qu'un seul degré de liberté, qui est une translation selon J2. Donc, la liaison est une glissière. De direction, hein, j'insiste bien, hein, il ne faut pas oublier que la glissière n'est paramétrée géométriquement que par un vecteur. OK? Voilà le résultat de cette question, hein, qui était certainement déjà une question qui a pu poser quelques petits problèmes. Hein. Je la refais un peu droite. Hop. Monsieur, on pouvait aussi considérer le torseur de 4 par rapport à 3. Alors, non. Non, parce que si on vous demande bien, c'était entre les ensembles 2 et 3 hein, uniquement. Oui, je sais, mais en fait, on écrivait que le torseur de 2 par rapport à 3, c'est égal au torseur de 2 par rapport à 4, plus le torseur de 4 par rapport à 3. Ouais.
Et finalement, en exprimant au même point, on arrivait à la conclusion que on a bien oméga de 2 par rapport à 3 qui est nul en fait. Ouais. Donc vous avez la bonne conclusion. Le seul truc, c'est que vous faites intervenir la liaison hélicoïdale Oui. en vous embêtant un petit peu pour rien, quoi. Là, Oui, clairement, enfin, ça, typiquement, c'est ce qui était attendu, hein. C'est vraiment, comme je disais, le résultat, je pense que vous l'avez tous. C'est-à-dire voir que c'est une glissière par l'association en parallèle de deux pivots glissants, ça, c'est pas ce qui vous pose problème. Ce qui vous pose problème, c'est de le rédiger. Et le rédiger, ça veut vraiment savoir que autant de liaisons parallèles, autant d'équations qu'on appelle de compatibilité. Ça veut dire que là, ce qu'on dit avec cette équation, hein, c'est simplement le fait que la liaison équivalente doit respecter la liaison 1 et la liaison équivalente doit respecter la liaison 2. Et en fin de compte, s'il y avait 6 liaisons en parallèle, ça ferait 6 écritures. Et je vous rappelle qu'on peut facilement aussi montrer qu'évidemment, il n'aura pas de mobilité supérieure au plus petit nombre de mobilités des liaisons parallèles. En gros, ces problèmes sont un peu difficiles quand les liaisons ont beaucoup de degrés de mobilité. Vous voyez, si vous mettez en parallèle des applis plans avec des ponctuels, ben, le résultat, ça ne peut pas être mieux qu'un appui plan. Est-ce que vous me comprenez bien? Ok, c'est une notion d'espace vectoriel hein, que vous connaissez très bien en mathématiques. Hein, c'est l'intersection des espaces vectoriels des mouvements. Hein. Donc, grosso modo, l'intersection, elle ne peut pas être plus grosse que plus petit, quoi. Puisque c'est l'intersection. Monsieur, Ouais, quand on dit VL1 égale VEC et VL2 égale VEC, ouais. on dit que quand on se place au point de VL1, c'est égal ou en tout Alors, point? ça, c'est une équation torsorielle. Donc, c'est une équation qui porte sur une infinité de vecteurs, qui est donc le champ des vecteurs. Donc en tout point. En tout point. Et Ok. cette équation en tout point, elle se traduit en un point par deux équations vectorielles, parce que le champ est de dimension 6. Ah oui, d'accord. En fait, on dit c'est vrai en tout point, donc nécessairement. Donc, si vous voulez, en gros, ceci, si on n'avait pas les torseurs, on pourrait le traduire en quel que soit P appartenant à un certain espace, le V de P de la liaison L1 est égal au V de P de la liaison équivalente. Mais dire ça, quel que soit le point P, et c'est pas très pratique par rapport au fait de le manipuler en un point. Ça veut dire que ce qu'on appelle la résultante de ce champ et la vitesse en un point doivent respecter ce qui se passe dans ce torseur-là. Vous voyez, toute D'accord, l'histoire repose sur le fait que, quel que soit P appartenant à S, ce dont on parle, c'est l'application qui a P associe V de P de S par rapport à R. Ceci, c'est une infinité de vecteurs vitesse. Il faut vraiment imaginer que quand vous avez dessiné un solide, en chaque point P, vous pouvez dessiner ce champ. Et que ce champ, il se trouve qu'il a une propriété, c'est que si la pièce est indéformable, je le dis bien, hein, si la pièce est indéformable, alors il est de dimension 6, et plutôt que de devoir le faire en plein de points, il suffit de le faire en un point où il est représenté par deux vecteurs, un vecteur construit qu'on appelle le vecteur vitesse de rotation de S par rapport à R, et la vitesse d'un seul point. Puisqu'une fois qu'on a ça, quelque part, on peut reconstruire ça. Parce que maintenant, si j'ai cet objet, je sais que si le solide est indéformable, la vitesse de P sera égale à la vitesse de A plus PA vectoriel oméga. Donc, en connaissant ces deux objets, je peux en déduire cette application-là, qui est une application en tout point de l'espace. D'accord, ok, merci. Donc, plutôt que de... Je mets juste ça un petit peu à part. Hein. Donc, plutôt que de travailler en quel que soit P, on vérifie, ben non, on va travailler avec les éléments de réduction d'un point. On va dire les éléments de réduction d'un point de la liaison L1 respectent les éléments de réduction en ce même point de la liaison équivalente cherchée. Ici, les éléments de réduction de la liaison L2 doivent respecter les éléments de réduction, évidemment, comme ce n'est pas le même point, d'où l'idée que... En gros, c'est la seule difficulté de cette méthode, c'est qu'il faut faire des changements de points si on n'est pas au même point. Et bon, il faut bien comprendre que ce qui est important dans les équations, c'est toutes les expressions qui sont à zéro. Voilà. Et une fois qu'on a ça, vous voyez, là, on a obtenu le premier résultat qui était oméga 1 égale oméga 2 égale 0.
Et on a aussi obtenu par cette équation que V1 était égal à V2. En gros, la vitesse dans cette liaison pivot-glissant est la même qu'ici, si le solide est indéformable, ce qui est assez logique. Et évidemment, la vitesse de rotation qui est nulle ici doit être évidemment nulle ici aussi. Et tout repose sur cette dualité de représentation d'un champ par deux éléments de réduction. Et ceci vient de l'indéformabilité. C'est pour ça que je dis la cinématique, il n'y a qu'une seule hypothèse, c'est l'indéformabilité. Une fois que vous avez compris ça, tout vient de là. Les champs sont de dimension 6, en dimension 3, on est d'accord, et ça fonctionne bien comme ça. OK? D'autres questions? Je veux dire, je travaille avec plusieurs écrans, mais je ne peux pas non plus voir la partie tapée. Alors, que je peux peut-être afficher. Une grille vidéo, je vois comme ça. Je ne sais pas pourquoi des fois j'en vois certains, pas d'autres. Bon, on va passer à la suite, s'il n'y a pas de questions. Alors, partie suivante. Donc, je reprends le sujet pour reprendre la question. Donc là, cette modélisation équivalente qui sera adoptée pour la suite du problème. Donc cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe lors de la marche. On vous dit qu'on cherche une relation, question 8, entre L, θ et R pour assurer une hauteur constante H égale H0. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le schéma cinématique de notre canne. Donc ici, on retrouve la liaison glissière. Ça, c'est aussi quelque chose que vous verrez très souvent dans ce sujet, c'est que les résultats qu'on demande dans certaines questions sont présents dans la partie suivante du sujet. Donc évidemment, je pense qu'il n'y a aucun point pour les élèves qui, dans la question précédente, nous ont mis la liaison équivalente est une glissière. Parce que vu qu'on vous le dit après, ce qu'on attendait réellement, c'est toute cette petite partie calculatoire, qui n'est pas très longue, mais qui est une méthode. Et évidemment, cette méthode, elle s'applique tout le temps, donc on vous demande de la connaître. Donc ici, dans cette question 8, tout simplement, retrouver les liaisons entre différents paramètres. Donc, on retrouve la roue ici, on retrouve le centre A de la liaison pivot qui ne nous avait pas dessiné au départ. On retrouve ici donc la liaison glissière, ici le point de contact de la roue 1 par rapport au sol, et ici le paramétrage de l'angle θ entre la base x0, y0 et la base x2, y2 ou x3, y3. Alors, quelqu'un peut-il me dire comment est-ce qu'ils ont trouvé cette relation ? Il faut que je demande à quelqu'un. J'utilise la trigonométrie, moi. Ouais. Et vous avez trouvé quoi? H0 moins R sur cos θ. Alors, H0 moins R sur cos θ. Et c'est égal à L de T. Alors, vous me dites, répétez, alors H0 moins R, et ça c'est égal à? Cos θ fois L. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. J'ai juste passé le cos θ en dessous. Ok. Ah oui, d'ailleurs, c'est peut-être pas bien parce que. Ce que je dirais simplement, c'est que en me disant que vous avez fait de la trigonométrie, je préférais que vous me disiez qu'on a. C'est un peu une sorte de chaîne fermée, cette histoire-là, même si elle est ouverte, puisque évidemment, vous êtes ici. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que la hauteur H, c'est évidemment la distance IH projetée dans la direction Y0. Donc, je peux essayer de résoudre ça comme ceci, en disant H de T est égal à la projection du vecteur IH selon la direction Y0. OK. Maintenant, j'utilise le fait qu'on va pouvoir décomposer IH en IA plus AH. Donc ici, j'écris la relation de Challes, IA plus AH. Et évidemment, toujours ça scalaire avec Y0. IA, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que le paramètre R. Et évidemment, comme c'est une roue cylindrique, cette distance IA est portée par le vecteur Y0, plus AH. Dans le sujet, on vous a dit cette longueur, elle s'appelle L.
Et évidemment, elle est portée par le vecteur Y3. Donc, j'obtiens ceci. Maintenant, bah, évidemment, je peux développer ce produit scalaire sur cette somme. Je vais avoir évidemment H qui est égal à R Y0 scalaire Y0. Bon, on pourrait dire J0 scalaire J0. Hein. Vous voyez, ici, ils ont pris les axes XY. C'est un peu une mauvaise idée d'avoir les vecteurs de base. Enfin, bon. Donc, on obtient évidemment R, puisque la norme de Y0 fait 1, auquel on va rajouter L, Y3, scalaire, Y0. J'insiste un peu sur mon 3. Et donc, évidemment, hein, là, un tout petit peu de produit scalaire. Hein, Y3 scalaire Y0, norme de l'un, norme de l'autre, cosinus de l'angle. Et donc, évidemment, ici, on a cosinus θ. Ce qui fait que je peux réécrire en dessous le résultat. Et on va essayer de mettre un peu les parenthèses T. Hein. H de T, même si après on voudra que ça soit H0, hein, va être égal à R plus L cosinus de θ de T. Question relativement simple, hein, première question où on fait un petit peu de géométrie. OK pour tout le monde? J'imagine, ça c'était pas dur. J'espère que vous n'êtes pas fait coincer sur ce truc-là. Alors, question suivante. Donc, on vous dit qu'évidemment, on va mesurer la vitesse angulaire par un gyromètre, hein, dont on vous montre sa vitesse angulaire mesurée fois 100 hein, en radians par seconde. Et on voit qu'on a associé à cette valeur une variable binaire, S, qui vaudra 0 si on est dans la phase de balancement, qui vaudra 1 lorsqu'on sera dans la phase d'appui. Et on voit de façon corrélée hein, qu'évidemment ici, il est en appui, hein, il n'y a pas de mouvement. À partir du moment ici, il va y avoir la phase de balancement qui commence. Et évidemment, on revient ici. OK. Et voici la state machine. Donc, je relis la question. Hein. Alors, pareil, hein, si vous regardez un petit peu la façon dont est amenée cette question, hein, vous voyez le tableau hein, qu'on appelle le tableau 5 dans le sujet. Hein. Vous voyez qu'on a défini les variables S, seuil, marche, power off, les états, initialisation, appui, balancement, analyse, procédure d'arrêt, les activités. Lancer le cycle, asservir la hauteur de la canne, maintenir une vitesse de roue nulle, asservir la vitesse de la roue, générer le signal S, lancer la procédure. Et donc, vous aviez ça dans… Alors, comme vous voyez, ce n'est pas StateFlow. C'est normal, hein, je vous l'avais dit, hein, StateFlow n'est pas au programme, hein, c'est l'outil de modélisation qu'utilise MATLAB. Hein. Dans les sujets, on voit enfin apparaître un peu des machines à état, mais vous allez voir qu'évidemment, les concepts sont les mêmes. Quelles sont les petites différences? Alors, comme je le disais aussi, ce sujet ne respecte pas une chose qui était pourtant explicite dans les programmes, c'est qu'on devrait vous donner la signification des choses. Bon, signification qui n'est pas très difficile à comprendre. Hein. Ça, en gros, c'est un état initial. Donc, en gros, quelle est la différence par rapport à ce qu'on a vu dans StateFlow? Ben, StateFlow, c'est une transition initiale. StateFlow, ils n'ont pas fait ce cercle initial. Et donc, en gros, ben, c'est comme s'il y avait une transition initiale ici. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ici, il y a une sorte de trait pointillé qui sépare cette partie du graphe de l'autre partie du graphe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, évidemment que ce sont deux machines parallèles. Et c'est là où je dis qu'il devrait, dans une annexe, préciser ce genre de choses parce que vous ne devez pas connaître, normalement, le formalisme associé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une sorte de macro-état hein, qui est ici. Hein. Ce macro-état contient deux sous-machines à état, hein, qui sont celles-ci, qui va tout simplement générer le signal S pour la machine qui est dans la partie inférieure. Et vous voyez qu'ici, hein, il y a des choses à remplir. Hein, ici, ici, ici et ici. Après, on peut revoir ça au niveau supérieur. Hein. Évidemment, la machine à état, elle va commencer ici. Dès qu'on aura marche, elle va lancer celle-ci. Et dès qu'on aura le point d'exclamation marche, qui veut dire évidemment non marche, il va rentrer dans un état qui est une procédure d'arrêt dans lequel il va faire do, lancer la procédure d'arrêt. Et enfin, la petite distinction, encore une fois, par rapport à StateFlow, c'est qu'à la fin de la procédure d'arrêt, on va aller dans une sorte d'état, vous voyez, qui est symbolisé un petit peu différemment de l'état initial, hein, qui est un état final. En gros, la machine s'éteint quand elle arrive à ce truc-là.
qui n'existe pas dans StatFlow d'ailleurs. OK? Donc, je prends une couleur pour pouvoir écrire que ça se voit mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la première chose à écrire, qui est évidemment ici, entre l'initialisation et l'appui. When S égale 1. 1. On est d'accord. Vous voyez, ce n'est pas plus difficile que ça. Hein. Si on ne comprend pas la machine à temps, on sait très bien que l'initialisation va aller vers l'appui lorsqu'on aura S égale 1. Donc maintenant, vous devez trouver dans le tableau 5 qu'est-ce que vous allez faire pendant l'appui. J'attends. Maintenir la vitesse de la roue nulle. Voilà. Donc première chose, maintenir la vitesse de la roue nulle. Et c'est tout. Servir la hauteur de la canne. C'est ça. Alors c'est un petit peu petit pour tout rentrer dedans, mais ça passe, on dirait. Monsieur. Donc, ouais. Mais la canne, elle ne se bloque pas quand il y a appui. Ah non, il faut la servir sinon. Enfin, l'idée c'est que c'est une liaison mécanique asservie. Hein, donc, si vous pouvez la rendre variable ou la bloquer, mais dans tous les cas, ici, on n'avait pas. Si je reviens sur le tableau 5, hein, vous n'aviez pas. Et je reviens sur le sujet. Dans le tableau 5, vous n'avez pas du tout quelque chose qui vous dit bloquer la hauteur de la canne. Hein. Il y a 6 activités qui sont marquées, hein, je vous les recite. Hein, lancer le cycle d'initialisation, bon, c'est pas là, hein, ça a déjà été utilisé au-dessus. Asservir la hauteur de la canne, c'est ce qu'on vient de mettre. Maintenir une vitesse de roue nulle, c'est ce qu'on a mis aussi. Asservir la vitesse de la roue, on ne va pas le faire là, sinon on ne peut pas s'appuyer dessus. Générer le signal S, c'est ce qui est utilisé ici. Et lancer la procédure d'arrêt, c'est ce qui est utilisé ici. Vous voyez, même si on faisait un petit peu la technique cruciverbiste, hein, c'est-à-dire on cherche les mots qu'on peut mettre au bon endroit, on s'aperçoit qu'on y arriverait bien. Hein. Vous voyez, voilà, les machines à état, soit vous, je dirais, il y a 2 stratégies. Soit vous arrivez dans un sujet où la personne a voulu faire quelque chose de difficile, et dans ce cas-là, vous pouvez passer rapidement et vous y replonger si vous avez du temps en fin de sujet. Soit ça sera quelque chose de trivial comme ça. Hein. Il ne faudra pas attendre d'intermédiaire, entre guillemets. Mais comme vous voyez, enfin, bon, voilà, ce sont des machines à état. Simplement, la petite différence, hein, je l'explique, hein, je la réexplique une deuxième fois, hein, ce concept d'état initial, alors que nous, on a la transition initiale dans StatFlow. Hein, donc, en gros, on n'a pas ce rond-là. Hein, on n'a pas la transition finale. Et le fait que, pour expliquer des états parallèles, eh bien, on a un trait pointillé qui sépare les machines à état, alors que dans StatFlow, c'est carrément toute la machine qui est en pointillé. Bon, je répète, hein, StatFlow, pour moi, c'est 100 fois mieux, puisque moi, on peut le simuler. Quoi. Le problème, c'est que ces machines à état, il n'y a aucun langage qui simule ce genre de truc. Quoi. Voilà, MATLAB n'a pas mis de chou là-dedans, Scilab, Xcos non plus. Enfin voilà, personne ne fait de la simulation avec des objets comme ça. Bon. Donc après, on continue. Donc on était dans cet état d'appui où on faisait 2 actions, hein, maintenir la vitesse de la roue nulle, évidemment pour s'appuyer, et asservir la hauteur de la canne, hein, obligatoirement. On va avoir une transition qui va passer de l'état d'appui à l'état de balancement quand on aura S qui vaut 0, de façon évidente aussi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant la phase de balancement? Libérer la roue. C'est ça. Donc, asservir la vitesse de roue. Hein. Donc ici, on va avoir l'asservissement de la vitesse de roue hein, qui va pouvoir, et toujours, asservir la hauteur de la canne. C'est ça, voilà. Asservir la hauteur de la canne.
Et donc, on va passer de la phase de balancement, parce qu'il faut imaginer que c'est ça qui va tourner, entre guillemets, dans le fonctionnement naturel de la canne. Qu'est-ce qui va me permettre de repasser de balancement à appui? S égale 1. S égale 1. Donc, grosso modo, une fois qu'on a mis notre système en marche, on est dans ce macro-état qui fait toujours générer le signal S et qui, dès qu'il aura réalisé le cycle d'initialisation, lorsqu'on aura S égale 1, va passer en appui, S égale 0, balancement, S égale 1, appui, S égale 0, balancement. Et grosso modo, ça sera le fonctionnement naturel de cette machine à état quand vous vous en servez. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? Il nous manque encore un lien qui n'a pas été représenté. C'était qu'évidemment, si on part sur l'appui quand S égale 1, on peut aussi partir de l'initialisation vers le balancement dès le début quand S est égal à 0. 0. Oui, c'est ce genre de questions, à mon avis, un demi-point, un demi-point, un demi-point, un demi-point, et peut-être voilà, un point pour ça et un point pour ça, pour voir si vous avez bien compris, on met les 0 et les 1, et si vous avez bien mis les bonnes fonctions là, quoi. C'est pas monstrueux, hein. OK? Suivante. Alors, attendez, j'ai passé précédente, je vais la faire en bas, celle-ci. Alors, je reprends ici, donc, la question 10. Et je vais relire cette question avant de demander à quelqu'un. Donc, déterminer la valeur numérique à donner la variable seuil à partir de la figure 12. Mademoiselle Barsac, par exemple. Qu'est-ce qu'elle me répond? Allô? Alors, faut-il que je regarde le texte? Elle n'a pas un micro, mademoiselle? Est-ce qu'elle dort devant son PC? Sympathique, ça. Alors, attendez. Participants. Mademoiselle Monsieur, Barsac, est-ce que vous m'entendez? monsieur, Oui? je l'ai demandé, elle m'a dit qu'elle avait eu plus d'internet. Ah, bah, vous avez des problèmes alors. Alors, monsieur Mussard, peut-il m'aider? La question, c'est la 10, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je répète la question, hein. Déterminer la valeur numérique à donner la variable seuil à partir de la figure 12. Alors, la figure 12, hein, je peux vous la remontrer, hein. Alors, c'était... attendez, je suis passé déjà. Voilà. Donc, je peux la faire là, hein, si vous voulez, hein. Vous auriez mis quoi? Bah, c'est soit 1, soit 0. Voilà. Alors, pas très concluant. Seuil, c'est 0, c'est 1. Non, c'est pas ça. Seuil, comme on vous a expliqué dans le sujet, c'est une sorte de valeur qui va permettre de rendre binaire quelque chose qui n'est pas. Ce qui ne l'est pas, c'est évidemment ce que mesure le gyromètre, qui mesure une vitesse de rotation. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demandait ici? Quelqu'un a quelque chose à me proposer? Oui. Ouais, je vous écoute. Vas-y, Nathan. Moi, j'avais dit, on regarde au niveau là de nos graphiques de où est-ce qu'on passe de 1 à 0. Ouais. On remarque que, par exemple, quand on est au-dessus de 2,5, là, en négatif, ça s'annule pas après. Du coup, on est au moins au-dessus de 0,5. Donc, Parce que c'est pas ça. pour vous, le résultat, c'était? Peut-être 0,75 ou quelque chose comme ça. En unité? Du coup, ici, ce serait des radians par seconde. Non? Ouais, mais le seuil, il est sur oméga. Oui. D'accord? Donc, en gros, la question, c'est qu'est-ce qui va faire changer cette histoire-là, quoi? Le seuil, il est à oméga égale 0 radian.
Oui, parce que c'est quand ça passe du positif au négatif et du négatif au positif. Donc pour vous, vous regardez ça et c'est ça qui vous dit, c'est là où on va passer d'appui à balancement puisque on détecte un mouvement. Bah ouais. Alors qu'on passe les 1% de la valeur maximale. Moi, j'aurais mis le seuil à 0. Ouais, ou à 0 maintenant. Moi, j'aurais envie de mettre ni l'un ni l'autre parce que pour moi, c'était plutôt la sortie qui me disait ça. Ça veut dire que c'est lorsqu'on a dépassé la valeur maximale mesurée par le gyromètre qu'on va repasser au suivant. Donc là, on a S égale 1. OK? On est en appui. Et ici, on vient en balancement. C'est ce qui fait que pendant le balancement, on a cette forme de vitesse de rotation qui est mesurée. Si on regarde, elle coïncide bien ici avec le 2,5. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, c'est lorsqu'on a passé cette phase-là qu'on va faire le changement d'état. Donc, pour moi, ce qui serait plus logique... C'est pas au moment où ça repasse en dessous du 0 qu'on revient à l'appui? C'est-à-dire que pour vous, c'est ce point-là qui déclenche ça? Pour moi, c'est le même point qui fait qu'on passe de l'appui au balancement et du balancement à l'appui, en fait. C'est pour ça que vous diriez que... Alors, attendez, je change de couleur pour qu'on voit bien ce qui était d'origine. Donc, pour vous, c'est le fait que vous repassez là, c'est ce qui correspondrait à cette partie-là. Et là, même chose pour vous, ça serait cette partie-là. Et Oui, donc, c'est ça. vous voyez un seuil à 0, un seuil positif, quoi. En gros, vous auriez envie de me dire que le seuil, c'est 0, quoi. Mais dans les moins Moi, je le vois comme ça, mais... Mais monsieur, je comprends pas parce qu'on écrit la valeur de seuil est fixée à 1% de la valeur absolue maximale de oméga égale à 100. Alors, justement, voilà. Ça y est, on va aller rechercher dans le sujet. Donc, on s'intéresse désormais à la variable S. Pour cela, générer le signal de S par un algorithme. Dans le cahier des charges, d'accord, ok, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Le signal S est élaboré à partir de la vitesse angulaire du gyromètre. La valeur de seuil est fixée à 1% de la valeur absolue maximale de oméga égale 100 θ point. Donc, si je lis bien le sujet, donc ce que je suis en train de lire, c'est l'avant-dernière ligne de la question 9. Enfin, vous voyez, c'est juste ou 2 lignes avant la question 10. La valeur de seuil est fixée à 1% de la valeur absolue maximale de oméga. Ça veut dire que dès qu'on dépasse ce 1%-là, on change d'état. Donc, ce n'est pas le pic qui est pris en compte, c'est les deux traits que vous avez tracés. Ouais, c'est ça, c'est le 1% de la valeur max. Enfin, 0,01, pardon. Donc, si on regarde la valeur max, qui est évidemment ici, cette valeur max, on pourrait dire qu'elle est à peu près à 130 oméga. 130 radians par seconde. Donc, ça veut dire que seuil serait à peu près à 1,3. 1,3 radians par seconde. Il suffit d'aller le chercher dans le sujet. D'accord? A priori, tout était bien clair. En gros, c'est illisible de voir ça. On voit bien que c'est bien ça. On voit que c'est un truc qui est un tout petit peu au-dessus de 0, mais si vous marquez 0, c'est que vous n'avez pas lu la partie du sujet qui était nécessaire pour le comprendre. A priori, ce que c'est cette petite ligne au-dessus, c'est 1% de la valeur max. Alors évidemment, vu la hauteur du graphique, 1%, on a quasiment l'impression que ça ne va pas bouger. Mais dès qu'on va avoir 1% de la valeur maximum, on va dire bon, on change l'état de seuil. Dès qu'on est en dessous des 1%, on rechange la valeur de seuil. Et donc, ce seuil correspond à la valeur 1,3 radians par seconde. Mais monsieur, ouais. Vu que là, ça a été multiplié par 100, c'est pas 1,3 10 moins 2 du coup le seuil? Mais non, parce que justement, on vous dit bien, la valeur de seuil est fixée à 1% de la valeur absolue maximale de oméga, qui est lui-même 100 θ point. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, on a multiplié par 100 et on en prend 1%, donc ça revient à 1,3 radians par seconde. OK? De toute façon, on va retrouver cette histoire. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on avait le droit de noter 1,3 oméga? Alors là, ça m'aurait dérangé. Pourquoi? Parce que 1,3 oméga, si vous regardez votre oméga, l'ordre de grandeur, ça va être beaucoup trop grand. Enfin, si vous voulez, oméga, c'est une variable en fonction du temps. Le seuil, c'est réellement une valeur fixe.
Ce qu'on cherche, c'est une valeur numérique, en fin de compte, qui nous dit quand on est au-dessus ou en dessous de cette valeur. Hein, ça va vraiment être une comparaison au sens numérique. Ça veut dire qu'on va avoir un petit système intelligent, un Arduino, quelque chose comme ça, qui va vérifier la valeur du gyromètre par rapport à une valeur qu'on lui aura codée en programme, qui sera cette valeur-là. Si vous me dites seuil est égal à... donc, vous m'avez dit quoi déjà? 1,3 oméga. Eh ben non. Ben non, parce que par nature, oups, pardon, si je reprends le stylo, si on parle de 1,3 oméga, vous voyez, vous auriez envie de me dire ça. Pour moi, cet objet-là, c'est une vitesse fonction du temps. Donc ce truc-là n'est pas une constante. Et donc je ne vois pas comment je vais pouvoir créer un truc binaire à partir de 1,3 oméga. Donc moi, dans un sujet, si vous me mettez seuil égal à 1,3 oméga, vous n'avez pas les points de la question, non? Ce qu'on attendait ici, c'est simplement cette histoire d'aller chercher en gros la valeur max. Alors vous auriez mis 1,2 ou 1,4, ça aurait été correct, mais il faut vraiment mettre une valeur fixe pour avoir justement la capacité de comparer la valeur mesurée à ce seuil et donner après, bien évidemment, un test binaire, hein, tout ou rien. Ça va? Oui, oui. Bon. Donc non pas 1,3 oméga, parce qu'oméga est une fonction du temps, hein, je le répète. Hein. Ça, c'est une fonction du temps, donc non, ce n'est pas une constante. Donc ça ne peut pas être un seuil. Le seuil, hein, c'est plus ou moins la petite ligne qu'on voit là au-dessus du 0, hein, qui est donc 1/100 de cette valeur max. Hein. Cette valeur max étant estimée à peu près à 130, on obtient un seuil à 1,3. Bon, on va terminer de toute façon cette petite partie automatique avant de passer... alors là, je peux à la limite effacer ça, puisque je l'ai fait dans la question précédente. Suivant. Voici la dernière partie. Alors là, à la limite, je suis même en train de marcher sur les plates-bandes de M. Dousselin, parce que les algorithmes ne sont pas réellement des choses que je fais en SI. C'est plutôt des choses que vous avez vues en informatique, vous me le confirmez? Non, Non? Un peu l'année dernière en SI, mais je ne sais pas pour tout le monde. pas cette année. Hein. Cette année, vous n'avez pas fait d'algorithme en... Non, ça, non. D'accord. Alors bon, moi, comme c'est explicitement pas au programme de SI, hein, pour moi c'était au programme d'informatique, enfin d'IPT précisément, hein, on retrouve ce que je connais un petit peu dans les algorithmes, hein, donc les tests. D'accord, donc tout ce qui est losange comme ceci, oui, non, c'est ce qui va être le résultat d'un test. Ici, évidemment, ça va être des actions qui sont exécutées hein, dans de sortes de parallélogrammes hein, qu'on voit ici. Et évidemment, vous avez le début et la fin de l'algorithme qui sont précisés ici. Si je relis le sujet, on vous dit très précisément donc l'algorithme qui permet de générer le signal S, hein, donc c'est ce bestiau-là, hein, et on voit très bien qu'ils attendent des informations dans cette case là, là, là et là. Un petit peu comme la machine à état tout à l'heure. Donc, si vous n'avez jamais vu ça, est-ce que vous avez pu le faire ou non? Bah, enfin, c'est des comparaisons dans chaque case, non? Ouais, presque, ouais. Donc, si on le fait rapidement, qu'est-ce qu'on a ici dans la première case? Alors, je le marque en rouge aussi. On Ici, va avoir marche égale à 1. Ouais, tout à fait. Hein. Alors, on arrive ici. Hein, somme marche est égal à 1, oui, on lit la vitesse angulaire, non, on a terminé déjà. Donc, si marche égale 1, oui, on lit la vitesse angulaire. Après, on va avoir un premier test qui sera, alors c'est expliqué dans le sujet, hein, on va le retrouver, je le relis. Hein. La valeur de seuil est fixée à 1% de la valeur d'accord. La variable S doit conserver sa valeur antérieure dans la zone où oméga est compris entre plus ou moins seuil. Donc, c'est ça qu'on va traduire. Donc, ici, on va avoir un premier test qui va être oméga. Strictement supérieur à seuil. Là, je peux dans l'autre sens. Oméga inférieur à moins seuil. Oui, S égale 1, non, on va en dessous. Oméga supérieur à plus seuil. D'accord. Et ici, une affectation. S reçoit S.
0, pardon. Non, pas 0. Oui, S égale 0, S égale 1. Bon, si vous ne l'avez pas fait, hein, je ne vais pas insister sur l'histoire. Hein, de toute façon, ce n'est pas ce qui m'amuse le plus, loin de là. Pour moi, c'était fait en IPT. Hein. Si vous ne l'avez pas fait en IPT, je vérifierai les programmes. Hein, il me semblait que c'était des choses qui devaient être faites en IPT. Bon, on passe à la suite. Alors, la suite, question 12. On est un peu plus en cinématique. Alors, j'ai fait une bêtise. Je vais m'en sortir. J'ai fermé mon sujet, fichier, je voudrais le rouvrir. Ouvrir, document récent. Ça doit être celui-là. Évidemment non. Nous y voici. Donc, on se lance dans la partie 5 hein, avec pas mal de cinématiques. Alors, comment ai-je préparé cette chose-là? Est-ce que je l'ai? Non. Hop, on va le faire ici. Donc, en noir. Question 12. Déterminer l'expression de VH32 en fonction de L point. Est-ce très difficile? Bah, si je regarde un petit peu le graphe des liaisons que je n'ai pas fait, hein, entre la pièce 3 et la pièce 2, j'ai donc une liaison glissière de direction Y2. Donc, la question qui m'est demandée, qui est donc d'exprimer le vecteur vitesse du point H dans le mouvement de 3 par rapport à 2, va se faire tout simplement en dérivant le vecteur position. Je pourrais donner le résultat directement, hein, parce que je sais que c'est une glissière paramétrée par L de t. Mais je peux aussi dire que c'est la dérivée d'un point origine. Alors, ce point origine, hein, on peut choisir A, ça ira très bien. Évidemment, l'extrémité, c'est H. N'oublions pas que dans la notion de dérivation vectorielle, il faut dériver avec le même repère ici, ici. Donc, ça veut dire qu'on dérive AH par rapport au temps dans le référentiel 2. Ça veut dire qu'on dérive L de t portée, alors je vais l'appeler Y2, ça sera plus logique, hein, je pourrais l'appeler Y3, c'est la même chose. Hein. Mais ça sera plus sympathique, puisque comme ça, on va avoir la dérivée de L de t, Y2. Il faudrait dériver l'ensemble de ces deux objets par rapport au temps dans le référentiel 2. Évidemment, c'est U'V plus UV', hein, et on voit très bien que la dérivée du vecteur Y2 dans le référentiel 2 va faire 0. Donc, ce qui va rester, c'est tout simplement L point de t porté par Y2. Question quand même extrêmement facile. Vous en conviendrez. Oui, on est dans une liaison glissière paramétrée par L, hein, la vitesse. C'est L point porté par la direction de la glissière. Hein. Oui. Je pense que ça va. Question 13. Oups. Je reprends le stylo. Déterminer l'expression de VH de 0 en fonction de R, L, θ point et oméga. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse toujours de ce point H, mais dans le mouvement, cette fois-ci, de 2 par rapport à 0. Donc, la vitesse du point H dans le mouvement, cette fois-ci, de 2 par rapport à 0, c'est-à-dire par rapport au sol. Donc déjà, évidemment, on ne va pas utiliser la dérivation vectorielle parce qu'on est en mécanique du point avec des points de contact, hein, donc ça risque, alors je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, je dis que le plus simple est quand même d'utiliser la composition des mouvements en disant tout simplement que VH de 0 est égal à VH de 1 plus VH 1, 0. OK ? Maintenant, pourquoi c'est sympathique de faire ça? Bien parce que la nature du mouvement de 2 par rapport à 1 est imposée par la liaison pivot de centre A entre 2 et 1. Donc ça, je vais pouvoir le calculer avec un changement de point en passant par A. Et évidemment, de la même façon, hein, si je regarde la nature de la liaison entre 1 et 0, hein, je vous rappelle que si j'ai choisi ce type d'écriture, hein, qui n'est pas celui qui est choisi dans le sujet, hein, c'est parce que pour moi, je dois toujours regarder ce qui est dans la parenthèse avant. C'est-à-dire que je dois me poser des questions sur la nature du mouvement, qui sera toujours translation ou rotation. Et après, j'en déduis ce que je vais pouvoir faire sur cet objet.
Donc ici, qu'est-ce qui est simple? Ben, c'est que maintenant, la liaison entre 1 et 0 est un contact ponctuel de centre I. Et donc, je vais pouvoir ramener VH à VI pour calculer ce deuxième vecteur par une relation de changement de point. Et j'aurai mon résultat direct. C'est clair pour tout le monde? Grand flou là. Hein. Si. Si, ça va? Donc, on est parti. On commence avec le premier vecteur. Donc, comme je l'ai dit, VH de 2 par rapport à 1 est égal. Donc, je vais chercher le centre de la liaison pivot. VA de 2 par rapport à 1. Plus évidemment le paramètre HA vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. Alors, je vais continuer sur la même ligne en disant une chose, c'est que ce VA de 2 par rapport à 1 fait évidemment 0. Je vous rappelle que dans le sujet de concours, on justifie car A est le centre de la liaison pivot entre 2 et 1. Vous voyez, c'est pour ça que cette écriture est fondamentale. Hein. C'est évidemment ceci. HA, c'est évidemment le vecteur moins L Y2. Vectoriel, quelle est la vitesse de rotation de 2 par rapport à 1? Bah, c'est oméga de t. Porté par quel vecteur? Bah, la normale, hein, Z0, hein, nous ira très bien. Et donc, ceci va me faire tout simplement moins L oméga. Le produit vectoriel Y2 vectoriel Z0 va donner je vous écoute. Donc, en fin de compte, Z0, c'est comme c'était du Z2, puisqu'on pourrait dire Z0 égale Z1 égale Z2. Hein. Vous voyez, ils n'ont pas mis les équations de liaison. Hein. Mais là, on pourrait très bien dire qu'on a ce genre d'écriture, puisque les repères sont tous dans le même plan. Donc, je me retrouve avec un Y2 vectoriel Z2 qui me fait tout simplement un X2. X2. Ouais. Et vous voyez que j'ai laissé gentiment tomber les parenthèses T. Hein. Je les remettrai si nécessaire par la suite. Donc, voici le calcul de la première partie du résultat demandé. Et je peux, de la même façon, dire que la vitesse du point H dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est égale à la vitesse du point I dans le mouvement de 1 par rapport à 0, plus le vecteur HI vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Est-ce que vous suivez toujours? Oui. Oui. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui permet de justifier la nullité de ce vecteur-là? Roulement sans glissement. C'est ça. Alors, faites bien attention, hein, comme je le disais, hein, là, c'est le roulement sans glissement. Hein, c'est une hypothèse cinématique hein, qui est évidemment à vérifier. Hein, c'est-à-dire qu'on doit avoir roulement sans glissement pour avoir que la vitesse du point de contact dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est égale à 0. Donc maintenant, eh ben, on va décomposer et on va calculer ce qui reste. Hein. Donc le vecteur HI, ça va être comme tout à l'heure, HA plus AI. Donc on va retrouver un terme qui sera moins L Y2 plus AI moins R Y0. D'accord? Vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. Alors qu'est-ce que ça va être oméga de 2 par rapport à 0? Ben, ça va être oméga de 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0. OK? Donc, je l'écris, pardon, j'ai dit oméga de 1 par rapport à 0. Ah oui, c'est ça, on va faire. Donc, je l'écris ici, hein, parce que j'ai plus trop de place en bas. Hein. Donc, on va écrire que oméga de 1 par rapport à 0 est égal à oméga de 1 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 0. Si je reprends le oméga de 1 par rapport à 2, c'était ce que j'avais donné ici, que j'avais appelé oméga. Alors, je ne me suis pas trompé en mettant oméga, c'est pas moins oméga? Non, c'est oméga. Ouais. Non, là, c'est oméga.
C'est oméga. Donc, ça veut dire que, évidemment, là, comme j'avais oméga de 2 par rapport à 1, qui était oméga Z0, hein, et je le souligne ici, hein, ce vecteur oméga de 1, c'était oméga Z0. Donc, ce vecteur oméga 1, 2, ça sera moins oméga Z0. Hein. Je garde le vecteur de côté pour l'instant. Plus oméga 2 par rapport à 0. Celui-ci, de 2 par rapport à 0, c'est plus θ point. Et évidemment, tout ça est porté par Z0. Vecteur vitesse de rotation normal au plan où est défini l'angle. Donc, ça y est, j'ai enfin mon oméga, donc qui sera tout simplement θ point moins oméga porté par Z0. Je finis ici et je me ferai une page blanche pour continuer. Je n'ai plus qu'à faire le produit vectoriel. Donc, comme ici, on a dit que Z0, c'est la même chose que Z2, on va se retrouver avec du Y2 vectoriel Z2 qui va nous faire du X2. Donc, on va avoir un terme en moins L, θ point moins oméga, X2. OK. Et après, on va avoir du Y vectoriel Z qui va me faire du X. Je garde le moins, évidemment. Moins R, θ point moins oméga, porté par X0. Et maintenant, si je récupère ce bout de résultat et ce bout de résultat, j'aurai le résultat demandé. Je suis sur quelle page? Je n'en sais rien. Alors, attendez, hop, suivante. OK, ça, donc précédente, ici. Je duplique ma page. La voici. Je fais un tout petit peu de place. Je l'enlève. D'accord. Et je reprends ici en disant donc que le résultat attendu qui était VH donc de 2 par rapport à 0, c'est ce qui nous intéressait. Ça va être la somme. Alors, est-ce que je peux l'écrire un petit peu plus joliment? Moins L oméga X2. Ouais, là, il y aura un plus, donc ça va se simplifier. Oui, je vais simplifier le résultat directement. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, on a un terme en moins L oméga X2. Ici, on va avoir un terme en plus L oméga X2. Donc, ces deux choses vont s'en aller. Il reste moins L θ point porté par le vecteur X2. Et ce truc-là, je vais juste enlever le moins là en le passant dedans. Hein. Donc, plus R facteur de oméga moins θ point porté par le vecteur X0. Et ça, je encadre. Et si je reviens sur la question du sujet, hein, alors, j'ai refermé mon document. C'est celui-là. OK. Non, évidemment. Celui-ci. OK. Donc, c'était VH de 0 en fonction de R, L, θ point, oméga. On a bien tout. Est-ce que ça va? Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça en cinématique. Il faut juste bien poser les choses, faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ouais. En fait, oui. Vous n'avez pas tout remis dans une même base. Non, jamais. Voilà. Jamais. Je vous rappelle qu'en ASI, on ne projette jamais dans une base qui serait ici, celle que vous aimeriez bien, c'est-à-dire la base 0. Encore qu'ici, ça ferait paraître un cos et un sin, mais ça complique les résultats pour rien. On laisse toujours ça dans les bases naturelles du calcul. Les bases naturelles du calcul, ça veut dire que quand vous avez un produit vectoriel de deux vecteurs, ce résultat est en général normal au plan qui contient les deux vecteurs, et vous le laissez dans ce plan-là, quitte à avoir une écriture dans une base composite comme ici, x2, x0. D'accord. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs à la question 14, hein, qui est une question de suite de tout ça. Hein. Dans la question 14, on vous dit quelle sera la vitesse au point H dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Hein. Vous la voyez arriver par composition des vecteurs vitesse. Hein. Ce sera évidemment les résultats des deux questions précédentes. Hein. On va dire qu'évidemment, c'est la vitesse de H dans le mouvement de 3 par rapport à 2, plus la vitesse de H dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Et je rappelle, parce que j'ai un petit peu de place, que ça s'appelle la composition des vecteurs vitesse.
OK? Et qu'évidemment, hein, je récupère le résultat d'en dessous. Hein. L point de t porté par Y2, auquel je rajoute ben, toute cette histoire-là. Hein. Alors, évidemment, j'ai commencé par un plus, qui va devenir un moins. Donc, moins L θ point porté par X2, plus un terme qui sera en R, facteur de oméga moins θ point porté par X0. Monsieur, est-ce que vous pourriez remontrer la feuille d'avant, s'il vous plaît? Oui, alors j'encadre d'abord ce petit résultat, pareil. Hein. Merci. Et la feuille d'avant. Merci. Donc j'avais essayé de vous expliquer hein, que évidemment toutes ces notions, il ne faut pas les traiter avec la dérivation vectorielle, hein, parce que vous avez de grandes chances, à mon avis, de ne pas obtenir les bons résultats. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, par exemple, quand on fait la dérivée de IA, est-ce qu'on considère que I c'est le point de contact ou est-ce que c'est un point de la roue 1? Donc voilà, ce qu'il faut vraiment quand on fait de la mécanique du solide, hein, c'est se rendre compte qu'on a un sens physique pour chacun de ces vecteurs. Hein. Comme j'avais dit, celui-ci, par exemple, VH32, on est dans une liaison glissière, donc on a obligatoirement du L.Y2. Évidemment, ici, hein, pour avoir VH de 2 par rapport à 0, il faut faire apparaître ce qui va se passer dans la liaison pivot qui est ici, plus ce qui va se passer au niveau du contact ponctuel. Quoi. Et d'ailleurs, si vous regardez ici le résultat, on voit bien qu'on a une sorte de combinaison linéaire des trois facteurs hein, que sont la variation de longueur de la glissière, okay, la variation d'angle dans la liaison pivot et ce qui va pouvoir se passer avec la vitesse de rotation de la roue. Quoi. OK? Bon, maintenant, on rentre un peu plus dans les difficultés mathématiques, hein, même si on ne peut pas dire que ce soit des vraies difficultés théoriques. Hein, c'est juste un peu pénible à faire. Hein, donc, évidemment, hop, je fais toujours la même bêtise. Je relis la question qui est la question 15. Projeter cette expression dans la base R0 liée au sol. Comme vous voyez, quand en SI, on veut une projection, on vous la demande. Il ne faut pas la faire par vous-même. Donc, question 15. Projeter cette expression dans la base R0, en déduire l'expression de oméga en fonction de RL, θ, θ point et V. Donc, ben, on va s'occuper de ça maintenant, c'est-à-dire qu'on va projeter cette équation, qui est une équation vectorielle, en disant on la projette selon x0 et on la projette selon y0. D'accord? Donc, dans l'équation précédente, selon, évidemment, les deux directions orthogonales où on a quelque chose de différent de la θ toto, c'est-à-dire la direction x0 et la direction y0. Est-ce que vous suivez? Oui. Donc, on est parti. Projection selon x0. Donc, j'imagine que je fais le produit scalaire par x0 de cette équation. Alors, je vais commencer par ce qui est le plus simple. Évidemment, x0 scalaire x0, ça fait 1. Le vecteur est unitaire. Donc, on va avoir le premier paramètre qui sera R oméga moins θ point. Après, on va avoir moins L θ point x2 scalaire x0 plus L point y2 scalaire x0. Et ceci, ça va faire quoi? La projection selon x0. Je vous écoute. Ça y est, j'ai perdu tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui est encore vivant au bout de l'Internet?
Moi, le problème, c'est que j'ai faux juste la question. Ouais, mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que fait la projection de la vitesse de h de 3 par rapport à 0 selon x0? Ce que je cherche, c'est qu'est-ce que je vais mettre là, hein, ici. Bah, on va mettre R oméga moins θ point Non, moins mais L. je veux pas le résultat du calcul. Je veux. Égal à V. Ça sera V, oui. Hein? Voilà. Oui, Après, on va- c'est l'égalité. Voilà, c'était. Et donc maintenant, on va s'occuper un peu de calculer ces termes-là et on va y revenir. Donc je fais un petit peu de place en dessous hein, pour me débarrasser de tout ça. Hein. Et je reviens ici en disant la projection. Alors je vais me laisser un peu de place, à la limite, ça me permettra de le faire. Donc selon y0, bah, selon y0, ce terme-là va faire 0. Hein, je le marque un petit peu en dessous hein, pour qu'on comprenne bien. Il va y avoir évidemment le terme qui va être moins L θ point x2 scalaire y0. Et il va y avoir évidemment le terme plus L point y2 scalaire y0. Et qu'est-ce qu'on sait de la vitesse du point H en projection selon la verticale? Ça vaut 0. Ça vaut 0, tout simplement. Donc maintenant, on va travailler un petit peu sur les intermédiaires, hein, donc sur ces choses-là. Hein. Donc qu'est-ce qu'on avait vu dans la base plane? x2 scalaire x0 doit faire tout simplement… Moins cos θ. Pourquoi moins? Allez, vous m'expliquez d'où il vient, moins? Parce qu'il n'est pas orienté dans le bon sens. Comment ça, il n'est pas orienté dans le bon sens? Je vous rappelle que l'interprétation géométrique d'un produit scalaire, c'est la composante d'un vecteur selon l'autre. Hein. Donc vous êtes en train de me dire que la composante 2x2 que je projette selon x0 ou de façon réciproque la projection de x0 dans la direction de x2, si θ est un angle petit positif, ce qui est le cas de cette figure, hein, θ est un angle petit positif ici. Donc on lit directement les projections. Hein. Et à la limite, vous utilisez la définition norme de l'un, norme de l'autre, cosinus de l'angle. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ah ben moi non plus. Et je ne vous conseille pas de vous planter sur ce genre de truc parce que ça fait des erreurs partout. Quoi. Donc x2 scalaire x0, ça fait cos θ. Donc de façon réciproque, évidemment, y2 scalaire y0, c'est les deux orthogonales. On a aussi cosinus θ. OK? Et ça, c'est des bases de calcul vectoriel, hein, je veux dire, produit scalaire de vecteurs. Et après, ben, on doit faire y2 scalaire x0. Hein, pareil, je vous montre un petit peu sur la figure plane. Hein. Y2 scalaire x0, comme l'angle θ est petit positif, eh bien, on peut dire directement qu'on peut lire ici. On voit quoi? C'est une distance petite et négative. Donc, y2 scalaire x0, ça fait moins sin θ. D'accord? Donc là, on a moins sinus θ. Même chose pour celui-ci. x2 scalaire y0, hein, je peux regarder sur la figure. Donc, quelle est la projection du vecteur x2 dans la direction de y0? Ben, c'est une valeur petite, comme celle-ci, elle a la même valeur, mais cette fois-ci, elle est dans le sens positif. Donc, x2 scalaire y0 fait plus sinus θ. OK? Ça vous va ou Oui. Ouais. Donc là, on a notre système d'équations. Hein. Je reviens là au sujet hein, pour me relaisser guider. Hein. On vous avait dit projeter cette expression dans le repère R0 en déduire l'expression de oméga t. Donc dans cette histoire-là, je cherche oméga uniquement en fonction de RL, θ, θ point et V. D'accord? Donc on cherche oméga. Donc on voit déjà qu'il apparaît dans cette histoire-là. Et on me dit en fonction de RL, θ et, mais pas ce qu'on ne tolère pas, c'est le L point. Ouais, c'est ça.
Donc, en gros, on ne veut pas le facteur L point, alors qu'il est présent ici et qu'il est présent ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? C'est une sorte de résolution de système linéaire, hein, rien de plus compliqué. On va utiliser cette équation pour remplacer L point et on va le remettre dans celle-ci. Et comme ça, on n'aura plus de L point et on aura juste du L, du θ point et on va pouvoir après isoler oméga. Vous voyez venir? Et bien, si on le voit venir, on va essayer de le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le facteur L point est égal, alors je passe ça de l'autre côté, à L θ point, et évidemment, je divise, j'obtiens tangente θ. D'accord? Là, j'avais un sinus et je divise par cos, hein, donc sinus divisé par cosinus, ça me fait tangente. Ouais, ça ne devrait pas être inutile. Maintenant, je reviens dans la première équation, hein, dans laquelle je vais introduire ce paramètre-là. Donc là, j'avais... Alors, je peux peut-être diviser par R, puisque mon objectif va être de toute façon d'isoler oméga. Hein. Donc, si je commence par diviser par R, je vais avoir oméga moins θ point, moins L sur R θ point. Je pourrais mettre en facteur, ici on avait cosinus θ. Et donc ici, j'avais moins L point, donc L θ point. Alors je vais avoir sinus θ, tangente θ, hein, quand même. Hein. Je ne peux pas le simplifier. Hein. Et ceci fait V. OK? Et ceci me permet normalement, si je ramène tout ce qui est en θ point de l'autre côté, d'avoir l'expression qu'on attendait, c'est-à-dire oméga est égal à V. Alors, j'ai oublié de le diviser par R, et celui-ci aussi, évidemment, sinon ce n'est pas homogène. D'accord? Et donc, on obtient évidemment oméga égale V sur R, et donc tout ce terme-là qu'on passe de l'autre côté qui passe en positif, donc plus θ point, facteur de 1 plus L sur R cosinus θ, plus, alors je vais remettre le L sur R, j'aurais pu le mettre en facteur aussi, facteur de sinus θ, tangente θ. Et ceci répond bien au sujet d'avoir oméga en fonction, alors je revérifie bien à chaque fois, d'avoir oméga en fonction de R, L, V, θ et θ point. Ce qui était attendu. Monsieur, Ouais. on peut pas encore simplifier le cos θ, sin θ, tangente θ? Ah, bah, je vois pas comment, non, parce que tangente θ, c'est sinus sur cos. Du coup, ça fait sin carré. Et Ouais. après, si on met sur un dominateur avec le cos LR là. cos, ça va faire cos carré plus sin carré. Ça va faire 1. Ah, alors attends, je le regarde 2 secondes, l'idée n'est pas mauvaise. Donc là, ce que vous me dites, que c'est évidemment... Je vais un peu avoir de ne pas changer mon outil. Donc si je regarde ce terme-là, alors je l'écris en dessous hein, pour voir ça. Donc ici, on a du L sur R. Évidemment, ce terme-là, ça serait du sinus carré θ sur cosinus θ, c'est ça? Ah, d'accord. Et donc, si vous mettez tout sur cos θ, là, vous allez avoir un cos carré aussi. C'est ça votre idée? Oui, c'était ça. Okay. Ah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le cos θ qui est ici, pour le mettre sur le même dénominateur, je le mets au cos carré. Ici, il y avait sinus carré. Donc, sinus carré plus cos carré, ça nous fait 1. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait simplifier encore ce résultat en disant que c'est L sur R, tout simplement divisé par, sur cos θ. Ouais. Ouais, plus sympa, ouais, bien sûr. Donc, je l'efface, hein, je me permets de l'écrire à la place, hein, parce que sinon, je vais être obligé de déborder sur l'autre feuille. Donc, ça serait tout simplement ceci. Ouais. C'est ce que vous me dites, ouais. Sin carré plus cos carré, ça fait 1, et donc, évidemment, ça donne ça. Encore plus simple, c'est plus joli. J'ai pas fait d'erreur de signe.
Non, non, tout était bien du signe moins, hein. Donc là, on avait le R oméga, j'avais divisé par R. On avait le moins R θ point, j'avais divisé par R. On avait moins L sur R θ point, là, j'avais trouvé cosinus θ. Ici, on avait un plus, mais on avait un moins sinus θ qui sortait. Donc, c'est votre histoire que là, on peut simplifier, évidemment, cos θ. Et oui, sin carré sur cos, ça fait cos carré plus sinus carré, qui fait 1 sur cos, tout simplement. Ouais. Bien vu, oui. Comme dirait Bertrand Renard dans... C'est tout à fait ça. Ah oui, des fois, je ne l'aurais pas vu au départ. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante, hein, qui va nous plonger un tout petit peu dans... Alors, si je relis, à partir, alors je dois l'avoir préparée. Il était où mon moteur? Ah oui, je l'ai déplacé, je crois. Alors, attendez que je vous la... Non, ils ne sont pas là, les moteurs. Excusez-moi. Alors, où est-ce qu'il serait? Je cherche le tableau où on a les pertes des moteurs, hein, que je ne sais pas où je l'ai mis. Évidemment, je l'ai perdu. Je ne l'ai plus. Stupido, ouais, que j'ai fait. Alors, attendez. Je ne l'ai pas nulle part, là. Désolé de vous faire passer toutes les diapos à vitesse grand V. Hein, voilà, il est ici. Donc, j'ai même copié la partie du sujet pour le sujet. Donc, à partir des caractéristiques du moteur données en tableau 4, page 7, hein, qui était donc ce tableau-là, justifier la valeur du rapport de 1/30e du rapport de réducteur de la roue. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu à cette chose-là? Du coup, j'ai pris la vitesse nominale du moteur de roue. Ouais. Que j'ai passé en radians par seconde. Donc, on est, alors je le passe en couleur ici. Alors d'ailleurs, je peux même faire peut-être un essai de... Est-ce qu'on peut flouter avec ce truc-là? Donc, en gros, on va partir sur cette valeur-là. D'accord? Donc, évidemment, il ne faut pas se tromper de colonne. Hein. On est en train de regarder ce qui se passe sur le réducteur de roue. Hein. Donc, on voit la vitesse de rotation. OK. Et ensuite? Ensuite, j'ai donné la vitesse de rotation nominale de la roue. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il était donné une vitesse. Alors, c'était où? C'est 11 radians par seconde, mais je ne le vois plus. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Alors, ceci était stipulé dans le sujet. Alors, juste au-dessus, non, c'est marqué. Ouais, c'est ça, c'est juste au-dessus. Hein. Je crois que c'est pas bien loin. Ah oui. Voilà. Donc, je relis. Vous voyez, elle est marquée ici. Hein. Il n'y a pas besoin de la chercher bien loin. Hein. D'accord? Donc ça, c'est l'extrait du sujet. Hein. Lors de cette phase de balancement et d'après les variations de L, θ et θ point, la vitesse nominale de la roue dans le cas d'une marche à allure rapide est de 11 radians par seconde. Donc, ce qu'il fallait faire, et on va le faire comme ça, hein, comme ce que vous avez dit, hein, pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, la vitesse oméga, alors en noir si possible. Je suis dans la bonne épaisseur, oui. Donc, la vitesse de rotation de la roue est évidemment à convertir en unité SI, hein, pour pouvoir comparer ça à des radians par seconde. Donc, on va faire 3260 fois pi divisé par 30. Et ceci va nous donner à peu près 341 radians par seconde. Et évidemment, si on teste 341 divisé par 30, ceci nous fait 11,36 radians par seconde. Qui est évidemment un petit peu plus grand que les 11 radians par seconde du cahier des charges. Donc, on peut valider qu'un réducteur de rapport 1/30e convient.
fallait aller chercher cette valeur-là, la convertir, un coup de 1/30e et vérifier. Alors, je vous rappelle que le réducteur soit parfait ou non, ça ne change rien par rapport au rapport des vitesses, ça change le rapport des couples. Ok, hein, il faut y penser, hein, c'est le fait que le système soit parfait ou non parfait, ça ne change rien par rapport à la cinématique, ça change les caractéristiques statiques. S'il est parfait, il y a conservation des puissances. S'il n'est pas parfait, il y aura une perte de puissance sous forme d'énergie de chaleur. Ouais. Alors, ceci était la question 16, hein. Question pas très difficile non plus, hein. Il ne faut pas se tromper de tableau, savoir convertir. Évidemment, traîner les unités, hein, ça c'est fondamental, hein. Et la question 17, j'ai envie de m'arrêter là pour tout simplement vous laisser le temps d'aller la chercher, puisque je vous rappelle qu'on avait fait des choses sur les trains épicycloïdaux dans les cours et que nous avions vu qu'il y avait une solution assez simple pour calculer les rapports dans les trains qu'on appelle épicycloïdaux. C'était l'idée de Willis, hein. Ok, hein, ça c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir, hein. L'idée de Willis, c'est de se dire, on se place dans le référentiel porte-satellite. Monsieur, Ouais. ici la couronne P2, elle va pas nous intéresser parce que je crois qu'elle est fixe. Alors attendez, je marque ça. La couronne B2. Ah non, elle n'est pas fixe, mais elle ne nous intéresse pas, la couronne P2. Alors, P2, ce qu'il faut comprendre, c'est que par définition, si vous savez quelques petites notions sur les systèmes épicycloïdaux, hein, je vous rappelle qu'on dit que le satellite est toujours coincé entre deux planétaires. D'accord? Ah oui, ok, ça veut dire, si on fixe là, un nombre dedans pour deux trucs, le troisième va forcément être défini. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez ce schéma-là, ce que vous devez reconnaître, c'est évidemment la symbolique de denture, hein, dont on ne sait pas si elles sont à denture droite ou denture hélicoïdale, mais ce qu'on sait, c'est que c'est de l'engrenage cylindrique. Ça signifie qu'évidemment, au niveau des points de contact, que je vais mettre un petit peu en fin et en couleur, ici, on a un point de contact, on pourrait dire qu'il y a roulement sans glissement, à cause des dentures. Ici, il y a roulement sans glissement. Ce qu'on sait, c'est que le satellite est coincé entre deux planétaires qui s'appellent ici P1 et P2. Ici, c'est un contact extérieur, sous-entendu un cylindre, un cercle qui roule sur un cercle. Ici, c'est un cercle qui roule dans un cercle. Et qu'évidemment, à chaque fois, à partir du moment où vous avez localisé les deux planétaires et le satellite, il faut guider le satellite dans son mouvement par rapport au bâti grâce à ce qu'on appelle un porte-satellite. Et c'est l'idée principale de Willis qui dit, si vous voulez vous débarrasser d'une des deux rotations du satellite, accrochez-vous au porte-satellite. Donc, soyez comme Bruce, hein, vous le reconnaissez là, ici, avec son crâne chauve. Hein. Il est accroché au porte-satellite. Et le grand intérêt de cette stratégie, c'est que vous annulez la rotation du porte-satellite par rapport au bâti, puisque vous êtes accroché dessus. Donc, vous ne voyez plus qu'une rotation, la rotation du satellite par rapport au porte-satellite. Et dans ce cas-là, ça devient ce qu'on appelle un train simple, puisqu'il n'y a plus qu'une seule rotation et non plus deux. Donc, je vais vous laisser sur cette question 17, sachant que ça nous laisse encore un petit peu de quoi faire. Je vais arrêter le partage d'écran, enfin, arrêter, ça va me permettre de vous revoir un peu plus. Ça va vous permettre de vous replonger un petit peu dans cette histoire porte-satellite. Donc, vous voyez qu'au CCP, hein, ça fait partie des questions, hein, et certainement des questions très classantes. Hein. Tous ceux qui ont un peu bossé en première année, dont les profs ont fait un peu de notions sur ces choses-là, ont pu facilement faire cette question. Elle n'est pas difficile. Si vous ne savez pas du tout de quoi on parle avec les satellites, porte-satellites, planétaires, etc., vous pouvez très rapidement avoir des difficultés. Hein. Donc, après, vous avez vu qu'il y a une belle partie asservissement, hein, avec du diagramme de Bode, donc de la réponse fréquentielle, de l'identification, des calculs de FTBF, enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc, voilà ce qu'il nous reste à faire pour la prochaine fois. En sachant que mon objectif aussi, c'est de pouvoir vous amener une notation de vos exposés de TP de la dernière série, histoire qu'on ait un petit peu quelque chose à se mettre sous la dent pour le conseil. Y a-t-il des questions ?
J'en ai une par rapport au principe de rapport de réduction. Ouais, Lorsqu'on a par exemple un rapport de 1 sur 30 comme on avait, ouais, ça veut dire que la vitesse elle est divisée par 30 en c'est gros. ça. Ouais. Mais alors du coup, est-ce que le couple, lui, n'est pas multiplié par 30? Si le rendement est de 1, si. Ah oui, oui, sinon, oui. Ah bah, Ok, sinon, ce sera inférieur à ça. Vous avez un majorant en faisant oui. l'hypothèse rendement égal à 1. Là, on multiplie par le rendement à ce moment-là. Ouais. Alors, Ok, on fait en sorte de le mettre au bon endroit pour que ça fasse une puissance plus grande à l'entrée si vous avez la puissance de sortie qui est imposée ou vice-versa. oui, oui. Après, vous faites un raisonnement physique, c'est-à-dire que le rendement, il vous pénalise, il ne vous arrange pas, quoi. Toujours. Merci. Voilà. OK? Bon, avec quelques petites minutes d'avance, je vais vous laisser. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à mercredi. Au revoir. Et au Au revoir. revoir, monsieur. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.